Donc, cette rencontre, dans le cadre de notre programme Déplacer les montagnes, entre Camille et Étienne, donc on est très heureux de recevoir en voisine et amie. Camille, on t'a d'abord connue comme la petite Pézerotte. Tu sais, elle est activiste pour la justice sociale et climatique. Tu vois, non, elle est du coin, elle est autrice aussi, elle est même comédienne. C'est ce qui se dit dans les rues de Bourg parfois. Donc, tu grandis ici. Tu rejoins la capitale pour intégrer Sciences Po Paris, madame. La surprise, tu découvres le degré en fait de déconnexion des citadins par rapport à la nature. Tu fais aussi une année d'études d'agroécologie et de sciences environnementales en Finlande. Tu décides à ce moment-là de t'engager et de mettre ta voix au service de la cause que tu défends. Tu es une ancienne porte-parole du mouvement On est prêt dans les médias et dans divers festivals. Tu te concentres aujourd'hui, en plus de l'activisme classique, comme on dit, tout ça tu nous en diras plus tout à l'heure, sur la création artistique et notamment une série fictionnelle que tu écris, des appels à l'action et un format de vulgarisation scientifique. Tu es donc une des porte-paroles emblématiques d'une nouvelle génération en quête de sens. On peut même lire parfois dans la presse la Greta Thunberg française. Waouh, rien que ça. Accessoirement, quasiment un membre de l'équipe du festival. Je crois que c'est la 4e ou la 5e année que tu viens parmi nous et on en est très heureux. J'en viens à toi, Pierre-Emmanuel Florentin. C'est émouvant hein, pour nous quand même d'être là. On a quelques personnes qu'on connaît dans la salle. En plus, on est vraiment là où on a grandi. C'est notre famille, très clairement. Voilà, on a tous ramené nos parents, nos frères, nos sœurs. Pas semblant là. Mais c'est capté. Donc peut-être qu'on aura une audience qui ira au-delà. Voilà. Donc Pierre-Emmanuel, tu grandis toi aussi dans le coin, sur le versant opposé. Voilà. Sur le versant du soleil. Tu fais tes études à Lyon, donc moitié gestion et moitié cinéma. Puis un master qui t'ouvre les portes de l'univers audiovisuel. Donc tu crées le Festival des Arcs avec ton copain Guillaume l'année de tes 27 ans. Il est là, Guillaume, on lui fait un petit coucou quand même. Bah oui. Et depuis lors, tu enchaînes les prix et sur les films que tu produis, parce qu'en fait, dans la vraie vie, tu es aussi, peut-être même avant tout, producteur. Donc en fait, je disais, tu enfiles les prix comme on enfilerait les perles d'un collier, en somme. Donc nous avons Just the Wind, qui a d'abord eu un grand prix, le Grand Prix du jury à Berlin, Abloca, prix spécial du jury à Venise. Et puis l'année 2020, c'est quand même l'année de Pierre-Emmanuel Florentin, hein, on va quand même dire ça très clairement. Donc le César pour deux, ce qui n'est pas rien. Et la Panthère des Neiges, donc on va présenter en avant-première demain aux Arcs, qui pourrait bien, elle aussi, avoir un très beau chemin, et pas seulement dans les montagnes. Je retiens aussi, donc, dans ta filmo que tu as produite, un rapport à l'engagement, au travers de la société Paprika, que tu diriges avec un autre de tes très très grands copains, Laurent Beaujard, sur les thématiques de l'environnement. Donc il y a eu L'Empereur, qui est la suite de la marche de l'Empereur de Luc Jacquet, et puis L'Odyssée du Loup, qui n'est pas rien non plus, de Jacques Perrin, et maintenant donc La Panthère des Neiges. Deux était aussi en fait un film engagé, et Just the Wind également d'ailleurs. Première question à tous les deux, elle va être quand même assez simple. Ça vous fait quoi d'être là aujourd'hui, ce matin? Ouais, je suis très heureuse de revenir ici parce que je reviens toujours pour voir ma famille déjà et puis pour en habiter à Pracompuis. Donc vous connaissez, chaque fois que j'explique, je vais dire alors Pracompuis, Bourg-Saint-Maurice, alors sinon là vous faites du ski l'hiver généralement. Donc du coup je suis très heureuse de pouvoir même présenter ce petit court-métrage qu'on a fait et qui nous a pris qui fait beaucoup avec plein de petites mains et qui est un hommage aussi à ma grand-mère. Et donc je suis très heureuse qu'il y ait là ma tante, ma mère qui soit là et qui voilà, que je puisse la ramener ici quoi. Là on avait fait une projection à la machine du Moulin Rouge et donc je disais voilà, tu vois mamie, je t'ai amenée sur scène jusqu'au Moulin Rouge et en fait je suis encore plus heureuse de la ramener dans nos montagnes, puis de voir là des anciens profs que j'ai eu aussi, voir plein de gens que je connais, de faire le lien parce que mon engagement est né ici. Comme vous tous et vous toutes, on n'habite pas ici par hasard, j'imagine, c'est que on aime cet endroit profondément et que donc le savoir menacé m'est toujours insupportable. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à m'engager et donc de revenir là, ça a forcément beaucoup de sens. Moi aussi, hein, ça a évidemment beaucoup de sens. En plus, le jour de l'ouverture du festival, donc ce soir, ça va être un beau moment. Et non, moi, c'est particulier parce qu'effectivement, demain, il y a
première ici de la première de la Panthère des Neiges. Et moi, c'est un film dont je suis extrêmement fier. J'espère que vous pourrez le voir demain. C'est un film rare pour un producteur. C'est très rare d'avoir des films qui comptent à ce point et qui retentissent profondément en nous. Moi, c'est un film qui me rattache complètement voilà, j'ai grandi à la Tuile de Vulmix, au bout de la route. Voilà, quand je vais me balader au fond du vallon, il y a des chamois, des tétralyres, et maintenant des loups. Et maintenant, je m'amuse à jouer à Vincent Munier avec un appareil photo et à me cacher dans les bois pour les observer, mais ce que je faisais déjà un petit peu d'une autre manière gamin. Donc, c'est un film qui, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est un film qui me fait vibrer cette corde au fond, cette corde du rapport au sauvage, à l'animal. Donc, je suis extrêmement content d'être là aussi pour parler de toutes ces valeurs. Et puis de parler avec Camille, voilà, qu'on a vu grandir avec le festival et voilà, qui m'impressionne toujours autant et qui m'inspire beaucoup, parce que c'est toujours important de dialoguer aussi avec les générations, parce que je dois dire qu'il y a malheureusement déjà une génération entre nous, mon grand regret, mais en tout cas celle-là, elle m'inspire beaucoup. Moi, je fais des films sur des thématiques et de l'engagement, mais je me suis jamais senti militant, j'ai jamais fait une manifestation, ou alors pour déconner avec des potes quand j'avais 20 ans, mais il n'y avait pas ce truc-là. Et en fait, je trouve que je suis très admiratif du passage à l'action comme ça. Enfin, c'est un truc que je sais pas faire, je le fais autrement, mais voilà. C'était un minimum aussi. Je suis contente de revenir là parce que mon engagement est là et particulièrement avec notre petit court-métrage et aux arcs parce que, à l'inverse, moi, à la base, le cinéma, j'y connaissais rien. Enfin, ici, on a fait plein de choses merveilleuses, mais pas spécialement un accès à part, justement, grâce au festival. Et donc, vu qu'ils font beaucoup de travail avec les scolaires, en fait, on avait, nous, je me rappelle, le petit pass à chaque fois du cinéma au lycée de Bourg et à l'internat avec mes amis, on ne ratait aucun film. Enfin, c'était d'une manière boulimique. On essayait de voir le plus de films possible par jour en disant mais là, si on descend à Bourg et qu'après on prend le film, en fait, ça peut marcher. On peut voir les deux en même temps dans une après-midi. Du coup, c'est un peu là que j'ai commencé à voir d'autres films que des films un peu blockbuster et de découvrir ce que pouvait raconter le cinéma, le pouvoir qu'il avait. Et après, on s'est recroisés dans d'autres festivals et ailleurs. Et puis, je me suis dit, mais quand même quelque chose qui me titille. Et puis, après, j'ai rencontré Solal, qui était réalisateur. C'est devenu mon meilleur pote. Et du coup, ça a mélangé les deux. Voilà, le cinéma, l'action. Et ça a fait ça, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie de générer cette rencontre. On en a beaucoup parlé avec Guillaume aussi. L'idée, c'était de constater qu'en fait, chez vous deux, il y a eu un déclic. Enfin, il y a eu deux types de déclics. C'est-à-dire que toi, tu as commencé par l'environnement, l'engagement environnemental. Toi, plutôt le déclic du cinéma. C'est la passion quand même de travailler dans ce milieu-là. Et puis toi, dans un deuxième temps, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que tu t'ouvres au cinéma tout en gardant évidemment l'axe de l'engagement. Et toi, tu restes dans ton axe de producteur et en même temps, tu t'ouvres aussi. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on avait envie d'interroger au travers de cette rencontre. Est-ce que vous diriez que le cinéma a un rôle de modélisation des imaginaires ? Moi, je pense que c'est certain. C'est un art de la représentation. Donc, c'est-à-dire que on raconte des histoires, on crée des images dans lesquelles les spectateurs s'engouffrent, dans lesquelles les spectateurs ont des émotions, dans lesquelles ils font des voyages intellectuels et voire même pas forcément conscients. C'est ça qui est aussi intéressant dans le cinéma, c'est qu'on n'est pas dans le discours. Ça, c'est aussi une chose qui nous sépare. Enfin, oui et non, puisque tu rentres aussi dans le storytelling maintenant et tu vas au-delà du discours. Ce qui est intéressant, c'est justement que tu mêles le discours pur. Alors que nous, quelque part, c'est ça. Et donc, forcément, les formes cinématographiques, elles peuvent changer les esprits. Et elles sont fortes parce qu'elles changent les esprits par l'émotion aussi. C'est là où la force, il y a des grands films qui ont été des grands films de société, qui ont fait changer la vision sur des questions sociales, des questions politiques, sur l'égalité. Il y a eu énormément de films qui ont changé nos visions sur l'homosexualité, sur les femmes, sur les rapports hommes-femmes, sur effectivement des crises politiques qu'on ne peut pas percevoir tant qu'on ne les a pas ressenties. Je veux dire, quand on n'a pas vu Kovadi Saïda, on ne sait pas ce que c'est Srebrenica.
Et il y a un moment, le cinéma, ça sert à ça sert à intégrer par l'émotion une représentation. Quo Vadis Aida, c'est le film qui a eu la Flèche de cristal aux Arcs l'année dernière et qui raconte la chute de Srebrenica, en effet, et qui est un film très très frappant. Voilà. Oui, je te rejoins complètement et surtout ça. Enfin pourquoi est-ce que j'ai commencé à rentrer là-dedans avec Solal, c'est que le base, moi, c'était vraiment les faits. Donc d'abord, j'ai étudié, plutôt je suis partie 1 an en Finlande à avoir des sciences dures. Donc moi, les chiffres marchent très bien sur moi, ça me convainc particulièrement. Les courbes, tout ça, les graphiques, les rapports du GIEC. Et du coup, après, j'allais voir des politiques aussi où je les mettais face à une certaine réalité. Et je me rendais compte parfois de la limite que ça pouvait avoir et de me rendre compte que moi, ça m'émouvait de manière démentielle, mais que c'était pas du tout le cas de tout le monde parce qu'on n'est pas que un homo economicus rationnel. On n'est pas que rationnel, on a une partie émotionnelle très forte et que donc, à l'inverse, je voyais bien qu'on a tous déjà le langage du cinéma et puis d'autres arts aussi, la musique fait qu'on a tous déjà pleuré au moins une fois de notre vie devant un film, on a été très ému, on est tombé amoureux d'un acteur qu'on connaît depuis 1 heure. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est fort et qui dépasse un peu l'entendement. Et du coup, en rencontrant Solal qui faisait des films et moi qui t'ai engagé, on s'est dit, mais est-ce que si on mélange pas les deux, il n'y a pas un truc qui peut se passer et qui peut servir notre message et faire des choses qui nous dépassent, qui sont encore plus fortes. Donc on a commencé comme ça et la première vidéo qu'on avait faite, elle était là-haut, elle était à côté de Pracompuis. Et ça nous a complètement échappé parce qu'on s'y attendait pas du tout. Nous, on a bidouillé un truc avec des images et puis moi un discours et c'est parti comme ça. Et donc là, on s'est dit bon, il y a quelque chose à creuser. Tu peux nous rappeler le nombre de connexions qu'il y a eu pour ton film En fait, on est vraiment pas, on est pire parce qu'on n'a pas du tout été stratégique. Normalement, les personnes publient sur une plateforme, puis sur nous, on met partout comme ça, tout le monde le verra. Donc ça c'est. Mais on a, oui, je sais pas, il y a plus de 15 millions de vues, ça a été traduit dans plein de langues, en russe, en espagnol. On s'est retrouvés là, la semaine dernière, on a reçu un prix dans un cinéma au Costa Rica. Enfin, on était là, ah bon, bah génial, merci. Enfin, c'est tout en espagnol, c'était drôle. Donc oui, ça nous a un petit peu échappé. Et surtout, pourquoi le pouvoir des récits? Donc, il y a d'abord ça, ce que ça crée chez nous, le message, et ça interroge, nous, ce qui nous amuse beaucoup, c'est, on dit que c'est des fictions qui impactent le réel. C'est la question entre ce qui est vrai, parce que moi, je vois bien comment on essaie de négocier avec des choses qui ne sont pas négociables. C'est-à-dire que les limites planétaires, les degrés qui s'envolent, la 6e extinction de masse, on ne peut pas négocier avec ça. C'est des faits invariables avec lesquels on doit faire avec. Et on le prend totalement dans l'autre sens. C'est-à-dire que souvent, nos décideurs politiques et économiques voient ça comme bon, bah, on continue as usual, le business as usual, on continue. Et puis on essaie de faire rentrer un petit peu pour pas trop détruire la nature, pour pas trop... Comme si on pouvait négocier avec ça. À l'inverse, ce qui est un récit de société nécessaire, qu'on sait raconter et qui fait société, c'est Nancy Houston, qui est une auteure géniale, qui parle de ça dans L'espèce fabulatrice. Elle montre qu'on a besoin, pour faire société, de se raconter des histoires. Et donc, dans ces histoires, il y a bien sûr le récit économique qu'on est en train de vivre, le récit politique qu'on est en train de vivre, qui est un choix. C'est comment est-ce qu'ensemble, on décide d'habiter le monde. Mais ça, principalement, c'est une histoire qui crée des choses, mais qu'on peut changer. Donc, en fait, le côté immuable du monde dans lequel on est, pour moi, il est factice. Et c'est sur ça qu'on doit jouer. Donc c'est un peu ce mélange entre la réalité, enfin les récits et la réalité. Où est le récit, où est l'histoire, où est les choses avec lesquelles on ne peut pas négocier, qui est intéressant un petit peu à bousculer et à aller titiller là-dessus en faisant des films sur l'environnement. Vos grandes figures d'inspiration à tous les deux, vous diriez que c'est qui? Moi, il y en a plein. Après, si je dois prendre le cinéma et des gens qui nous ont inspirés dans le rapport à la nature, dans le cinéma, et moi, ça a été un moment important de travailler avec cet homme-là, c'est Jacques Perrin. Alors, c'est une autre époque, c'est d'autres représentations, mais je trouve que cet homme-là a réussi à emmener avec lui tellement de gens. Alors, c'était aussi un cinéma de moyens d'une époque, ça on pourra en reparler, mais qui nous a ouvert les yeux sur plein de mondes, qui soient microscopiques dans Microcosmos, qui soit la mer dans Océan, que ce soit le peuple migrateur. Enfin, ça a été des films internationaux, des figures. Enfin, tu disais un truc intéressant et là-dessus, on a... En fait, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que tu dis un truc qui est très juste, c'est-à-dire qu'on peut transformer nos récits collectifs en montrant d'autres, et en inventant d'autres possibles.
Il y en a d'autres qui le font pour la montagne ici. Mais ça, c'est intéressant et ça nous ouvre. Jacques Perrin, et peut-être dont on hérite un peu quelque chose, c'est celui de l'émerveillement. C'est celui de donner de l'amour, en fait. C'est d'aimer. Le rapport, c'est celui-là, par rapport à la nature. Qui est un autre chemin. C'est l'aimer pour la protéger. C'est un vieux discours, mais qui marche encore pas mal. On protège que ce qu'on aime. On avait découvert ça sur le bateau. On avait que ça à faire de penser cet été. Je vous raconterai peut-être. C'était on protège que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît. D'où l'importance aussi de montrer d'autres réalités. Oui, mais non, mais si je devais donner une figure dans le cinéma, c'est celle-là. Et toi, Camille, tes modèles d'inspiration? Moi, mes modèles d'inspiration, je dirais c'est quand même des femmes fortes. Hein. J'ai quand même été élevée par des femmes fortes autour de moi, donc d'abord ça. Et surtout, pour vous donner pour compléter une figure de l'activisme plus du côté environnement, il y a Vanessa Nakate, qui est moins connue chez nous que Greta, et qui sont aussi des personnes inspirantes, bien sûr, mais qui, en fait, se bat en Ouganda. Et qui donc fait tout ce lien entre la justice sociale et climatique, et qui raconte comment, en fait, pour eux, c'est déjà une réalité, quoi. Elle dit, mais moi, je suis pas en train de me battre pour les générations futures, pour mes enfants, Elle dit, nous, en fait, là, on commence à déjà manquer d'eau. On commence à avoir là, à Madagascar, il y a la première famine liée au dérèglement climatique. C'est l'ONU qui le dit, hein, c'est pas moi qui invente. Donc, on en est quand même à un point où pour eux, c'est des réalités, alors qu'ils payent des conséquences de quelque chose qu'ils n'ont même pas créé. Donc c'est là où c'est quand même double injustice, c'est qu'on a déjà aussi fait un développement sur des ressources qui n'étaient pas toujours les nôtres, et qui fait que maintenant ils se retrouvent à payer les pots cassés de nos sociétés. Donc du coup c'est une jeune fille qui est quand même presque plus jeune que moi, je crois, enfin elle a à peu près le même âge, et elle est très très forte, parce que c'est pas du tout aussi simple de se battre pour elle. C'est vraiment une pulsion de vie, quoi. C'est même pas un choix, c'est une nécessité absolue. Et donc c'est des personnes comme ça où quand moi, je suis là à me faire un peu insulter sur Twitter ou à avoir des gens pas contents, je me dis, bon, proportionnellement, ça va, hein, quand même. Je suis vraiment bien lotie. Et du coup, ça me pousse toujours à aller un peu plus loin, quoi. Est-ce que vous avez des films qui ont pour vous été aussi un peu des déclics en matière toujours sur le rapport entre le cinéma et l'engagement, où vous vous êtes dit, mais ça, c'est un film là, je suis en train de capter un truc, quoi. Je suis en train de comprendre quelque chose que je n'aurais pas compris, que je n'aurais pas ressenti si je ne l'avais pas vu. Est-ce que vous en avez comme ça qui vous viennent? Là, j'en ai plein, mais là, tout de suite, quelque chose qui est encore au cinéma, comme ça, vous pourrez aller le voir. Ça s'appelle La Fracture. Et c'est sur il y a un peu deux sujets qui sont traités. C'est en même temps les gilets jaunes, et en même temps l'hôpital public qui part en vrille. Et je vous dis pas plus, mais vraiment, c'est un espèce de huis clos. Allez voir ce film, c'est immense. Et je pense qu'on peut pas ressortir indifférent et ne pas avoir compris, même si j'avais le suivi politique, suivi ces crises-là, essayer de comprendre avec les chiffres, tout ça. En 1h30, quand même, on sort bien. Donc, c'est des films comme ça. Moi, j'aime ça. C'est vrai que l'émerveillement, je pense que je l'ai autrement, hein. On vient avec notre histoire, on raconte des histoires avec nos histoires aussi. Et moi, l'émerveillement, elle vient du fait que j'ai grandi ici, donc je l'ai, elle fait partie de moi, quoi. Depuis que je suis née, je l'ai en moi, et donc du coup, j'ai presque peut-être tendance à le prendre pour acquis, à se dire, mais voilà, maintenant on a besoin de montrer une réalité presque avec un peu de dureté. Donc moi, c'est plutôt ces films-là qui vont nous triturer le ventre un peu, et on ressort en disant, c'était dur, mais qu'est-ce qui s'est passé quelque chose. Il y avait aussi Police de Mai Wen, ce genre de film-là qui me plaisent beaucoup. J'avoue, c'est cliché, hein, mais c'est vrai. Moi, c'est difficile, hein, quand il faut parler je vois peut-être 300 films par an, et j'en vois qui me transforment énormément, et tout le temps sur plein de questions de société, voilà, c'est très dur de répondre à cette question. Dans le domaine environnemental, il faut vraiment être là-dessus, parce que et c'est vrai qu'il y a quelques années, Demain de Cyril Dion, c'est un film qui était intéressant, parce qu'il ouvrait des portes, il ouvrait des perspectives, il montrait des choses autrement. C'est pas un grand film de cinéma, quelque part, parce que sa forme et pas cinématographique en tant que tel, mais ça marquait quelque chose. Il y a un film que je trouve aussi magnifique, c'est La glace et le ciel de Luc Jacquet, qui est pas son film le plus connu, mais qui est un vrai hommage à ces scientifiques de l'Antarctique, et aussi à celui qui, pour la première fois, a découvert
la preuve en fait du changement climatique, puisque c'est le premier. L'histoire est assez rigolote parce que il était en Antarctique en train de boire un whisky et en fait ils ont récupéré un glaçon dans la neige dehors pour mettre dans le whisky. Puis là, il commence à regarder son verre et puis il voit des petites bulles qui sortent de la glace. Et c'est là qu'il a compris qu'en fait, en carottant à 300 ou 400 mètres dans la glace de l'Antarctique, il pourrait capter l'air qui est contenu dans la glace, dans ces petites bulles, et qui date des centaines de milliers d'années. Et donc, qui lui permet comme ça de remonter toute l'histoire de l'air de notre planète et de son atmosphère. Et donc, ça lui a permis de retracer l'évolution du climat. Donc ce film est hyper intéressant, il y a vraiment un hommage aux scientifiques. C'est un très beau film. Est-ce que vous diriez qu'il y a des images manquantes et des récits manquants aujourd'hui dans le cinéma? Je me sens inspirée là, c'est très bien. Non, je me sens pas inspirée, mais je pense à ce que tu disais tout à l'heure. On a besoin maintenant de se projeter. C'est très dur. On est quand même dans une ère très très négative, évidemment, parce que l'État est celui-là et que on se sent peu, on peut se sentir inspiré pour lutter, pour essayer de se transformer. Mais ce qui est important, je pense, c'est créer des récits du futur, qui soient aussi un futur qui nous donne envie d'aller en fait, c'est vrai que généralement quand on fait des films d'anticipation, en général, l'anticipation, elle n'est pas drôle, quoi. Généralement, on est post-apocalyptique, ou alors on la détruit, cette planète, où il y a quelques survivants, où on a du mal même si, évidemment, il faut toujours une force dramatique dans un film, donc il faut un peu de danger et d'opposition, parce que sinon on s'emmerde et que le film sera pas bon. Mais quelque part, je pense que le cinéma doit s'emparer de ça, et à plein niveau, hein, que ce soit des représentations, mais d'ailleurs on y travaille beaucoup, hein, sur la représentation de la femme, les rôles. En ce moment, il y a beaucoup de travail avec le collectif 50-50 qui sont faits là-dessus, mais sur l'environnement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur quelle société on veut, sur comment on arrive à... Parce qu'en fait, c'est là où Camille m'inspire beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose vraiment les questions de notre impact, de comment on vit, de trouver le bon curseur, en fait, de où se positionner, où est-ce qu'on va mettre notre sobriété, mais tout en construisant une société dont on désire, qu'on a envie de donner à nos enfants, qu'on a envie de transmettre, et dans laquelle on sera heureux de vivre, parce qu'en fait, c'est ça. Et je pense que là, il y a un travail scénaristique important à faire, je pense. Mais c'est très dur, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi, en partie pour ça aussi que je suis là, pas que pour vous voir, même si c'est quand même un gros pourcentage. Au festival, et on en parlait déjà il y a quelques années où je venais, où du coup on rencontre plein de personnes qui écrivent des films, qui les réalisent, qui les produisent, et je disais on a besoin d'un élan, comme vous voyez le petit extrait sur Quotidien, où je disais on a besoin pas que de fuir une réalité qui est dure, qui est noire, et qui, moi j'ai tendance à bien vouloir la rappeler, parce que je pense que on se dit que ça y est, on est au courant, que tout le monde sait un peu, et qu'on n'a plus qu'à parler de solutions. Je pense qu'on n'a pas conscience de 10% de l'état de l'urgence dans lequel on est, et que avoir cette lucidité nous permet après de ne pas avoir de retour possible dans l'ignorance, et donc d'être dans une action qui devient nécessaire. Mais pour autant, on a besoin je trouve que l'élan vers l'avant est encore plus fort qu'une fuite. Et donc c'est cet élan qu'il faut réussir à créer vers un monde où on se dit mais je veux traverser l'écran, je veux habiter là-bas, quoi. Je veux ce monde-là, je veux participer à le mettre en place, je veux faire partie de ceux qui le feront. Et c'est ça qui est pas facile à créer, parce qu'on en parlait donc avec aussi des scénaristes, des réalisateurs qui disaient mais ce que tu dis, c'est-à-dire que on a aussi eu l'habitude on a besoin de drame, de tension, et comment est-ce qu'on crée quelque chose qui est attirant sans que ce soit juste un peu plat, quoi. Et du coup, il y a encore plein de choses à imaginer, et je pense qu'on est qu'au début, aux prémices de ce qu'on peut faire avec le cinéma. Mais c'est pas évident, et donc on a besoin de toutes les forces, de toutes les intelligences, de tout. Et puis au-delà du cinéma, il y a aussi dans nos vies, dans nos programmes politiques, dans nos discussions, dans l'éducation qu'on en fait à nos enfants. Où est-ce qu'on a envie de s'arrêter? Est-ce qu'on a envie de simplement expliquer à quel point c'est triste, ou est-ce qu'on a envie de dire mais peut-être que le meilleur est à venir, ou en tout cas, il est jamais trop tard pour que ce soit pire. Ça, c'est sûr. C'est donc à nous de faire la suite. On aime bien relier donc le cinéma, les sujets de société. On aime bien aussi
ancrer notre festival dans un territoire. Vous êtes tous les deux quand même des purs produits de ce territoire. Qu'est-ce qui justement, dans le fait de venir d'ici, en fait, est quelque chose qui est un moteur, et quelque chose qui est une spécificité, et quelque chose qui fait de vous celui et celle que vous êtes? Bah, tout, quoi. Enfin, j'ai quand même passé mes 18 premières années de ma vie ici, donc je pense que c'est le moment où on a quand même le plus de... Enfin, on apprend tout. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'on évolue encore après, que plein de choses m'ont changé, et que j'étais très heureuse de faire des études à Paris, en Finlande, et que c'était une chance immense. Hein. J'ai vraiment aucun regret, c'était génial. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous habite, enfin en tout cas pour moi, et je sais que pour vous aussi quand même, de revenir là, et d'essayer je pense de faire ce lien aussi, de se dire que ce qu'on peut apprendre ailleurs peut aussi, le fait de revenir projeter des films ici, de se battre là avec sur l'aspect plus militant, du coup avec des collectifs pour voilà, il y a plein avec les stations, il y a plein de choses à faire, de travailler avec les stations, savoir comment est-ce qu'on peut rendre ça avec un impact carbone moins élevé, il y a plein de sujets en fait ici. Et donc à la fois moi ça m'a d'abord donné un élan, et ça m'a d'abord donné l'envie de protéger ce que je connaissais et donc ce que j'aimais, qui est ni plus ni moins que les glaciers, que la montagne, que notre forêt à côté après qu'on puisse, enfin c'est aussi simple que ça. Et en même temps, du coup, les connaissances plus théoriques que j'ai acquises au fur et à mesure de mon temps et que je continue à acquérir, hein, j'ai 23 ans, donc j'ai encore, j'espère, un peu de choses à apprendre, de ramener aussi ça ici. Donc c'est un peu cette ambivalence-là. Après, c'est pas toujours évident parce qu'on est toujours l'ailleurs enfin, quand je reviens là et que famille fait des petites blagues sur, alors c'est la Parisienne qui rentre, et en même temps quand je suis là-bas, c'est alors elle est Savoyarde. Et du coup, au début, pour moi, c'était très dur. En vrai, au tout début, c'était pas évident parce qu'on se dit, mais on appartient, on est où, on est qui, quoi, presque un peu. Alors, ça va, on sort bien, c'est Péza et Paris, mais je vais dire, c'est un espèce de tension comme ça qui est assez drôle, et que je sais qu'on en a parlé avec d'autres gens, et que c'est assez marrant comme mélange. Ah oui, il faut être ancré. C'est vrai que c'est un double ancrage. Et moi, je tiens beaucoup à l'ancrage ici parce que la question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on a retiré de tout ça pour nous construire. Et moi, je crois qu'en fait, c'est la liberté. Le principal élément ici, je crois on a une chance incroyable pour ceux qui grandissent ici, c'est la liberté. La liberté des espaces ouverts. Dans plein d'endroits, en fait, les espaces sont clos. Ici, les montagnes, elles sont ouvertes. Et puis, il y a quelque chose par rapport à la vue, par rapport au regard, par rapport à aller au-delà de... Enfin, et vraiment, l'esprit d'alpin, je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. On a toujours la liberté d'aller en haut de la montagne ou derrière la montagne, ou vraiment... Et alors après, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont donné beaucoup de liberté, mais je ferais pas ce métier. J'ai toujours fait ce qui m'intéressait sans me préoccuper de quoi que ce soit d'autre que qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qui fait sens. Et je pense que ça, c'est la vraie liberté. Et je pense qu'ici, il y a cet esprit-là, dans les montagnes en tout cas. Et aussi, il y a quand même aussi un esprit d'entrepreneuriat. Il y a quelque chose il y a une dynamique alpine qui est intéressante de ce point de vue-là. Et puis, bien sûr, le fait qu'on est dans une nature exceptionnelle. Exceptionnelle. Même si elle subit aussi, elle est encore riche. En fait, c'est comme des îlots. Tous les territoires ne sont pas comme celui-là, quoi. C'est vrai, quand on se balade, c'est rare d'avoir une nature aussi belle, et avec quand même les parcs nationaux qui sont quand même encore autour, qui protègent des espaces. Enfin, voilà, moi je dis juste derrière la tuile, il y a 20 chamois que je vais voir à peu près. Je monte parce que je sais où ils sont à 1,5 mètre du village. Donc, et on est dans ces espaces-là, et il y a des loups dans la même forêt. Donc il y a quelque chose, elle est encore là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une exception. Et voilà, c'est en ça que c'est important. J'ai pas du tout pensé, tu vois, l'aspect liberté. Je pense que j'ai aussi ce truc-là, et t'as raison que ça doit aussi venir de ça. Et je pensais à deux choses. Déjà, c'est le silence. Ça peut paraître totalement anecdotique, mais quand en fait on le perd, on se rend compte de à quel point c'est précieux. Et le fait que c'est ma mère qui me racontait que des fois, quand elle amenait des personnes qui étaient motrices de ski, et en fait qui avaient peur du silence. Et j'ai plein d'amis qui en fait on a tout le temps des sollicitations extérieures constantes. Et du coup, moi, au début, ça me fatiguait beaucoup. Et dès que j'ai besoin d'avoir, surtout quand on est vraiment dans une guerre de l'attention où tout est fait pour capter notre intention, que ce soit les logos, les publicités visuelles, les signaux, les réseaux sociaux. Et en fait, moi, quand je reviens
quand j'ai besoin d'écrire ou quand ça me manque, je ressens vraiment. C'est ici que j'arrive le mieux à me concentrer, au-delà du fait qu'il n'y ait pas de bruit. C'est juste quelque chose ça redescend, quoi, et je suis là, vraiment ici, et je peux avoir une place beaucoup plus grande pour des idées, je trouve. Ça me fait penser aussi à l'esprit pionnier. Guillaume aussi, qui avait fait une vidéo, Guillaume Callot, sur les arcs, l'esprit pionnier. Mais c'est un peu ça. Le documentaire de référence. Mais oui, le documentaire. Absolument. Mais c'est vrai qu'on a grandi quand même, quand on nous disait, bah, tu vois, dans les années 70, il y a un petit berger qui regardait les montagnes, ses alpages, et bah, lui, il imaginait une station dans laquelle des milliers de gens pourraient venir skier. Et en fait, il l'a fait. Et c'est vrai qu'on a grandi aussi avec ce genre d'inspiration, quoi. On va quand même laisser un petit moment pour que vous puissiez poser des questions dans la salle. Une petite dernière quand même pour moi. C'est quoi vos prochains projets à tous les deux, en fait, respectivement, hein. Je sais pas si vous avez des projets ensemble, mais on va annoncer que. Ouais. Bah bien sûr. Tu veux y aller? Ouais. Alors moi j'ai en fait beaucoup de films et de projets en cours. J'ai une série pour Arte qui tournera normalement en mai prochain, si tout va bien, mais qui est dans un autre milieu, qui est le milieu des dockers du Havre. Donc on est quand même dans une narration plus voilà, il y a un côté plus polar, on est un peu plus dans le storytelling, mais avec un rapport à la grâce. Donc il y a quand même quelque chose qui est censé nous emmener au-delà. Et puis je travaille en ce moment avec Luc Jacquet sur 2 projets de films, voire 3. Un en péninsule antarctique, un aux Galapagos, et peut-être un en Sibérie, mais c'est très compliqué de tourner en ce moment en Russie et en Sibérie. J'ai un très beau projet de documentaire avec Aurélie Sylvestre, voilà. Donc toujours une connexion très locale, et qui est un magnifique projet de documentaire auquel je tiens beaucoup. Et puis le prochain film de Filippo Meneghetti, qui avait fait 2, donc on travaille sur son prochain film. Trop bien. Bah, moi je pense que c'est moins cadré encore que ça, mais c'est assez anarchique, disons. Non, bah là je finis la semaine prochaine, si j'y arrive, mes partiels de Sciences Po, donc je serai enfin diplômée, c'est plutôt une bonne chose. Parce que là c'était dur de jongler un peu. Et sinon il y a bien sûr avec Solal qui est quelque part par là. Oui, il est là. Je trouve que c'était enfui. On avait marre de voir le film, là il en peut plus le voir 500 fois. Et on veut créer aussi la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir accès à plein de glaciologues, de biologistes, d'experts, de scientifiques en tout genre sur les questions climatiques, qui prennent le temps de m'expliquer leur rapport, de me donner des chiffres, de montrer leur travail, et du coup essayer de rendre ça accessible à vraiment tout le monde, et rendre ça attirant, parce que je suis persuadée que le savoir est un pouvoir immense. Donc ça, j'ai très envie de le faire. Je pense que c'est absolument nécessaire. Et après, il y a bien sûr, il y a toujours cette partie-là, du coup, qui est plus sur les réseaux sociaux pour les jeunes, et puis bien sûr tout le monde, mais c'est plutôt ce public-là. Il y a toujours le lobbying politique et économique qui est super important pour moi. Donc là, il y a la présidence de l'Union européenne de la France, donc ça va être c'est 6 mois à partir de maintenant, de janvier. Donc du coup, là, il y a beaucoup de sujets à mettre sur la table. Plein de choses se passent au niveau européen. Les élections présidentielles aussi, où il faut que le climat soit un thème et la biodiversité soit vraiment un thème de campagne, qu'on en parle sur les plateaux, que ça fasse partie du débat, qu'il y ait des mesures concrètes qui soient proposées. Donc là, je rencontre tous les candidats, où je les bouscule un peu si j'essaye en tout cas. Donc il y a cet aspect-là quand même politique et qui partira pas. Et puis il y a du coup les films, il y a tout ça, il y a ce qu'on a envie de faire. On est en train de faire un documentaire là, qu'on a tourné cet été. On est parti en voilier de 12 mètres en Islande, sur le plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull. Et c'était assez sportif. Et du coup, on est parti à 3, donc avec Solal et là, une des danseuses que vous avez vues, qui est aussi notre meilleure amie, et qui a dansé un peu là-bas. Donc là, on est en train de finaliser quelques bouts de tournage et tout ça. Donc il y a ça qui devrait arriver, on espère. Et puis voilà, on écrit aussi un peu d'autres choses, une série. On aimerait bien qu'on puisse grandir avec des personnages et un imaginaire de séries où on parle de ces questions-là vraiment, et où c'est pas cliché, où c'est pas que montrer un groupe d'activistes, mais c'est montrer au tout début, on a fait un tout petit bout de fiction sur alors c'était pas ma mère, comme vous avez pu voir, elle est ma frère, c'était totalement fictionnel, mais pouvoir parler de ça en fait, pouvoir avoir une représentation comme le travail que tu fais pour les femmes,
qu'on puisse l'avoir aussi sur ces questions climatiques. Qu'est-ce qui se passe dans les familles? Nous, c'est un film là qu'on avait fait avec Génération pour qui rentre dans l'intimité aussi vraiment des familles, et c'est ce qui s'est passé. Donc on est très heureux, c'est que il y a pas mal d'enfants qui l'ont montré à leurs parents parce qu'ils s'engueulaient sur un sujet en interne, ou inversement même des fois des grands-parents qui l'ont montré à leur petit-fils pour dire bah tu vois. Et du coup ça a créé plein de discussions hyper fortes, et donc c'était vraiment ce qu'on voulait, donc très heureux. Du coup on a encore envie d'aller creuser ça, quoi, que notre imaginaire de qu'est-ce qu'être un activiste change, parce qu'il y a plein de clichés, de préjugés, et de quelles sont les forces en jeu, mais avec presque que de la fiction maintenant. Donc on va s'essayer à ça, on a hâte de commencer. Voilà. Une petite dernière question bonus. Vous avez le droit l'un l'autre de vous poser une question l'un à l'autre. On vous a pas dit avant. Hein, donc là, ah bah non, c'est quand même un peu... Oh, mais dis donc, ils sont tellement vifs tous les deux, je me dis qu'ils peuvent s'en sortir. C'est une manière aussi de me mettre, de m'épargner le côté, mais t'aurais dû lui demander ça, tu sais. Il y a quand même un truc, parce que moi, le meilleur moment t'es vu en image, mais qui n'était pas un film, et que je recommande à tout le monde de voir, c'est quand même Camille Etienne au MEDEF. C'est quand même un moment assez magique, quand même, qui m'a tellement impressionné, parce que ça a un parterre d'entrepreneurs français du CAC 40. En 5-10 minutes, tu les as ingardisés, mais c'était et ils s'en sont même pas rendus compte. Et c'était un moment assez génial. Vraiment, je recommande à tout le monde. C'est une petite envie comme ça. Moment, quand même. Mal? Non, si, sur le moment. En fait, c'était très lunaire parce que je pense que, bon, ma mère a toujours dit que c'était très naïf. C'est un peu vrai. Mais c'est du coup très utile. C'est-à-dire que moi, je ne voyais pas le problème. En fait, on parlait juste de l'entreprise qui pouvait être fatiguée. On a quand même des sociologues qui ont théorisé les bullshit jobs où il y a des gens qui restent le plus tard possible au boulot pour faire des choses qui n'ont pas de sens parce qu'on a créé on surproduit des choses qui n'ont pas qui sont aberrantes. Enfin, je vais pas vous parler des heures, mais il y a quand même un petit truc qui cloche. Et donc, il y a en même temps des gens qui n'ont pas d'emploi. Et donc, du coup, on s'était dit, est-ce que peut-être on devrait travailler moins? Enfin, à un moment donné, cette question du réduction du temps de travail, elle doit être posée. Et là, la journaliste me dit, alors, vous êtes quand même à la reine du MEDEF. Donc, la question de travailler moins, parce que c'est vraiment le travailler plus pour gagner plus. Et du coup, ils ont explosé de rire. Enfin, ils m'ont hué. En plus, on n'entend pas tout, mais ils m'ont vraiment hué. Enfin, c'était pas agréable comme moment. Et du coup, moi, en fait, sur le moment, j'étais même pas outrée et tout, parce que je me suis sentie, même si je savais au fond de moi que j'avais raison. Enfin, c'est ce que je sentais, quoi. C'était vraiment mon intuition. Mais on s'embête quand même, parce qu'on est avec plein de gens en costard qui ont l'air de savoir bien mieux que nous de quoi ils parlent, de tous leurs chiffres et tout ça. C'est des personnes importantes j'étais avec une ancienne ministre sur le plateau. Il y avait plein de journalistes. Enfin, j'étais vraiment, c'est l'erreur de casting, quoi. Celle qu'on connaissait pas trop. Je vais remettre une petite jeune là. Et du coup, je me suis sentie super, d'abord bête. Et en même temps, je me disais, mais ils sont tellement loin. Enfin, je me disais, mais ils sont tellement loin d'imaginer. Enfin, même de juste, ils sont même pas dans la réalité, quoi. Enfin, c'était juste lunaire comme moment. Et du coup, je me suis dit, waouh, on a encore tout ce chemin à faire. Enfin, ça m'arrive souvent. Celle-là, ça a été filmé, mais ça m'arrive encore souvent. Après, j'avais une table ronde avec les gens de l'énergie. Il n'y avait pas de médias. Mais c'était lunaire. Les discussions qu'on avait étaient littéralement lunaires. Et je me dis, bon, on a l'impression que ça y est, que tout le monde est... Non, il y a beaucoup et heureusement, ça m'a bien servi, quoi. C'est-à-dire qu'après, ça s'est retourné contre eux. Donc ça, c'est la bonne chose. Carrément, mais surtout que tu posais des questions aussi de juste la sobriété, quoi. Juste, est-ce qu'on a besoin de révolutionnaire tout comme ça? programme. C'était pas des... Et donc, est-ce qu'on a besoin de s'imposer des cadences de travail pour avoir quelque chose dont on peut se passer en vivant mieux et en étant mieux? C'est vraiment des choses du bon basiques. Et c'est la réaction tellement... Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant le dialogue intergénérationnel, parce que en fait, à un moment donné, on est aussi le produit d'une génération socioculturellement, donc on arrive avec et puis moi je le vois bien dans les discussions avec mon père aussi, enfin il y a vraiment de ça, et attends tes enfants, hein, mais j'attends le moment, mais avec impatience, parce que je pense que c'est bien aussi de se prendre quelques jetons aussi qui remettent en cause nos visions, et qu'à un moment donné on se dit, ah oui, on peut aussi penser les choses comme ça. Et là c'était marrant, ils étaient vraiment pas prêts, quoi. Mais d'ailleurs après quand même souvent c'est dire qu'ils se moquent et tout ça, et comme plein de gens et même des réseaux sociaux, on est protégé derrière des pseudos, donc on y va. Et dès qu'on rencontre les gens, en fait souvent, et après il y en a plein qui sont venus me voir en disant, mais on a eu des discussions, alors évidemment que c'est pas grâce à moi, petite Camille Etienne, mais j'ai mis le doigt sur un truc qu'ils entendaient bien quand même, et qu'on avait déjà dû leur dire un petit peu autour d'eux, qui fait qu'ils ont été obligés d'avoir des discussions en interne, parce que ça faisait l'actu, sur
bah en fait qu'est-ce qu'on en pense quoi, et des gens qui se désolidarisaient et qui se mettaient en cause et des chefs d'entreprise après qui m'ont dit mais ok bon on a vraiment une discussion sans caméra, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que voilà ce que j'ai prévu de faire pour l'écologie, défonce-moi le truc, dis-moi ce qui va pas. Et il y avait certains où c'était vraiment du greenwashing et je voyais même pas pourquoi, mais ce dialogue était nécessaire. Alors pas pour tous, hein. Il y en a qui sont très conscients et qui ont bien envie de protéger leur intérêt, hein. C'est pas tout le monde qui découvre le monde, mais il y avait une petite partie de personnes qui juste se sont pris, et du coup on a eu des super on a beaucoup travaillé, encore plein de gens avec qui je travaille, certains grands patrons avec qui je travaille encore aujourd'hui suite à cet événement là, donc ça a été quand même un peu utile, même si sur le moment c'est pas agréable, c'est sûr c'était vraiment pas agréable. En tout cas c'était drôle, je le recommande. T'as une question pour Pierre, toi? Bah, moi, j'aimerais bien qu'il nous parle un peu plus parce que j'ai toujours pas vu et je m'en veux terriblement, mais à partir de demain, ce sera réglé. La Panthère des Neiges, en fait, quelle histoire, sans nous spoiler, bien sûr, tout ça. Mais, pourquoi pour toi, c'est un film, on en parlait ce matin brièvement, qui raconte différemment cette histoire de l'urgence climatique? Qu'est-ce qui fait que vraiment tu sens qu'il y a quelque chose d'autre, quoi, qui se passe? L'urgence, enfin, c'est pas un film sur l'urgence climatique en tant que tel, même si c'est dans le texte. Pour moi, et puis encore une fois, on n'est pas exactement, on n'aborde pas les choses du même angle, et c'est ça qui est génial puisque c'est des angles complémentaires. Moi, quand je produis des films, je cherche à faire des œuvres singulières, des œuvres de cinéma total. Et là, ce qui me fait plaisir et là où je suis fier, c'est que c'est vraiment une œuvre de cinéma. On en a fait des documentaires animaliers, La Marche de l'Empereur, L'Odyssée du Loup, mon associé a fait Amazonia. Enfin, on sait ce que c'est ces films-là. Mais là, c'est un film qui est complètement différent. C'est un film où vont vraiment se mêler la forme poétique du texte de Tesson avec la pureté esthétique de la photographie de Vincent Mignet. Et on a eu une chance incroyable puisqu'on a 2 compositeurs qui sont montés à bord alors que c'est des stars internationales intouchables pour des Français habituellement. C'est Nick Cave et Warren Ellis. Et en fait, on a une œuvre qui, là, nous emmène. C'est un moment où il y a presque un truc de méditation et de transe dans le film, et qui en même temps est un film qui va nous apprendre la patience, l'observation, savoir nous reconnecter et capter l'animal, parce que en fait on se rend pas compte, on sait plus les voir, ils sont là, ils sont autour de nous, ils nous regardent, c'est les premiers à nous repérer, c'est pas nous qui les repérons avant eux, et en fait c'est vraiment un film sur ça, et c'est un film qui dégage un amour pour le monde animal, et qui est extrêmement fort, extrêmement touchant. Et évidemment on parle de ce monde qui est en train de disparaître, mais par cette connexion, et c'est voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je l'ai vu. C'est rare qu'on apprécie, en tant que producteur, de voir 30 fois le même film. Donc, généralement, au bout de 30 visionnages, parce qu'on voit toutes les étapes de montage et tout, on n'en peut plus. Et là, toutes les dernières séances que j'ai faites, j'ai pleuré. Donc, voilà. C'est rare. C'est le moment c'est votre moment. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Ils sont à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La première est toujours la plus difficile. Et après, on peut plus partir. Laureline. Pour vous, c'est quoi les imaginaires qu'il faudrait réussir à recréer, ou c'est quoi les imaginaires positifs de la montagne, en fait, demain, quoi, pour notre territoire ou pour la montagne, en fait, au sens large? Je pense que vous posez la question tous ensemble, on se met en rond, là, on en parle. Mais il y a, encore une fois, là, ce sera pas très élaboré comme réponse parce que je dis ça à chaud. Mais c'est, pour moi, à la fois l'endroit dans lequel on voit cette, je veux dire, c'est quand même, on est en première loge quelque part de cette urgence-là, et donc ça peut être très très fort, c'est-à-dire que ça peut créer des choses très très fortes. Ça peut être le moment vraiment des prises de conscience. Peut-être que c'est le mien même. Non, c'est bon. On a tous. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on découvre là, on est tranquillement ici, derrière c'est l'hécatombe, le monde est en train de s'effondrer, et on est là en train de parler de la montagne. Peut-être c'est ça. Non, en fait, du coup, ça peut être l'endroit où on se prend, c'est ce truc au ventre, quoi, qui fait qu'on retourne plus en arrière. Donc, je pense qu'il y a un vrai rôle là-dedans. En tout cas, ça a été le mien, donc j'imagine que je suis pas la seule, et puis le vôtre aussi. Donc, peut-être quand même quelque chose à faire là-dessus. Et un autre rapport à la lenteur aussi. On a créé un imaginaire de la vitesse. Je pense pas les gens qui habitent ici,
mais l'imaginaire qu'on a vendu, c'est quand même celui d'un truc comme de vitesse, quoi. C'est même l'été. Enfin, il y a un truc vraiment de très intense, mais qui peut être une autre intensité. À mon avis, c'est ce qu'on doit travailler. Et puis, on vient un moment où quand même les gens ont un peu envie de ralentir, où on l'a vu avec les confinements successifs et tout. Il y a quand même un truc où, voilà, ça c'est ce qu'on. Et donc, après, il y a tous les sports qu'on fait. Enfin, je veux dire, toutes les balades, les randos. Mais j'adore le ski de randonnée aussi. J'adore, frère, fait de l'alpinisme. Enfin, il y a un rapport qui est totalement différent, qui est la lenteur et l'humilité. Et c'est deux choses qui manquent un peu et qui sont pourtant absolument nécessaires à mon sens. C'est que cette humilité-là de la montagne qu'on a moins quand on a plus facilement accès à des remontées, tout ça, alors que quand on s'en prive, quelque part on doit faire avec. C'est-à-dire que si d'un coup si d'un coup les conditions ne sont pas là, enfin, je dirais mon père et mon frère sont tous les deux guides ou en train de devenir guides de montagne. Et donc voilà, c'est simple, on ne peut pas y aller, on n'y va pas, c'est tout. Et donc on est constamment ramené au fait que on est misérable, à notre misérabilité humaine, et en même temps à cette force immense de la montagne, il y a une espèce d'ambivalence des deux, où à la fois on est aussi ceux qui, en tant qu'humanité, la mettons en danger. Donc c'est cette espèce de, à mon avis, c'est sur ces deux valeurs-là qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'elles sont nécessaires et que la montagne permet ça, je dirais, une forme de lenteur et une forme d'humilité. Mais après, plein d'autres choses à faire. J'attends ta réponse. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Après, il y a plusieurs choses dans ta question, Laureline. Parce que ça veut dire, il y a la question de l'avenir d'une vallée comme celle-là et de comment elle se projette, et après notre rapport à la montagne de manière plus large et à l'espace naturel. Moi sur cette vallée, j'ai un peu l'impression que, et on a déjà eu cette discussion ici, qu'on a un problème ici un petit peu de pays pétrolier, quoi. On a en fait l'argent coule à flot depuis des années de la même source. Alors c'est pas le pétrole, hein, on n'est pas en Arabie Saoudite ou aux Émirats, ça vient de la neige et en fait on est devenu complètement monocanal. Il y a un truc ici de spécialisation qui est en fait une énorme fragilité dans le fond, parce que c'est comme les pays exportateurs de pétrole. Quand le pétrole on l'utilisera plus, ça redeviendra un bon désert. Et puis Dubaï, on en reparlera, parce que le sens de tout ça. Donc je pense qu'il faut qu'on se projette par rapport à ça, et je pense qu'il faut qu'on apprenne ici à se diversifier. Il y a des énergies, il y a des envies. C'est un endroit où la culture peut aussi faire son chemin. Il y a des choses qui peuvent être amenées en termes de créativité pour élargir en fait les possibilités de ce qu'on peut faire ici, parce que c'est aussi un endroit merveilleux pour travailler. Demain on peut travailler à distance partout, et ici on pourra peut-être faire complètement autre chose. Et des choses qui seront peut-être avec un autre sens. Après on a quand même la chance que la richesse ne vient pas d'usine, elle vient de stations de ski, donc il y a quand même un truc par rapport à ça. Les stations sont en train de se transformer, de devenir autonomes en énergie, elles se posent ces questions-là, heureusement. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles commencent à se poser la question de la nature qui est autour. Marrant, parce que le discours change. Moi, mon père était quand même spécialisé dans la construction de ces stations et faire des pistes, et en fait son combat souvent c'était aussi à l'époque avec savoir si on pouvait passer la piste là parce qu'il y avait le parc national de la Vanoise là, et que évidemment donc c'était des conflits. Et en fait j'aimerais que l'avenir on soit plus dans ces conflits là, mais qu'on soit en train de se dire en fait c'est nature, c'est ça la vraie valeur de cette montagne, et comment on crée un nouveau rapport avec, à la fois pour la protéger, la mettre en valeur, créer des connexions avec les gens qui viennent ici. Et c'est marrant, Laureline, parce que y a un truc que tu as mis dans ta revue, et on en a parlé, c'est aussi la représentation de ces espaces naturels. Tu m'avais parlé de la voix des torrents, de se dire que peut-être qu'un jour chaque élément voilà, c'est pas vraiment un élément, mais qu'un ruisseau, qu'un torrent, qu'une forêt, qu'une montagne puisse être représenté. Quand on commence à poser des questions dans un conseil municipal ou ailleurs, à se poser des questions de ce qu'on va faire de cet espace, et qu'on ne le voit pas uniquement du point de vue de l'homme. C'est juste prendre en compte ce qui est autour de nous. Voilà, parce qu'il y a ces dernières années, on a quand même peu respecté le vivant, et c'est vrai que pas seulement l'animal, hein, mais des beaux arbres, des chênes centenaires, il y a plein de questions qui se posent sur
sur le respect de ces espaces et comment on travaille avec eux. Donc oui, ça c'est quand tu parles de récits qui peuvent peut-être nous ouvrir certaines cases dans la tête à un moment donné, ça en est un. Moi, il m'a ouvert une case là. Je me suis dit tiens, c'est marrant. Ça veut pas dire qu'on va tout bloquer. Ça veut juste dire qu'on va prendre en compte pas seulement le point de vue de l'homme. C'est juste ça. Et on va finir là-dessus sur la notion du colibri, en fait, de faire sa part. C'est-à-dire que c'est Pierre Rabhi. Plus gros que ça encore. Ouais, c'est ça. C'est plus gros que ça, mais au moins commencer par ça, quoi. Merci à toutes et tous pour votre attention, d'être venus jusqu'ici un jour de neige et en plus le jour de l'ouverture de la saison. Merci beaucoup à Soho de nous avoir accueillis. Et puis merci Camille et Pierre-Emmanuel. C'était passionnant et même c'était quand même un peu émouvant de vous avoir tous les deux ici. Donc merci beaucoup. Merci.